je suis chez moi un jour, je parle à mon frère au téléphone, il passe l'aspirateur chez lui, j'entends pas trop ce qu'il me dit, ça me saoule. Donc je dis, bon, écoute, je te rappelle, là, je veux libérer la ligne, on sait jamais. Je raccroche, à peine j'ai raccroché, je vois le nom d'Alain Kapoff. Alain Kapoff qui s'affiche sur mon... Alors Alain Kapoff, c'est le producteur de Kaamelott, c'est le producteur de Caméra Café. Enfin, De scène de ménage historique, ouais, c'est lui qui a adapté. Voilà. Parce que je vois son nom, je tremble. Je tremble. Je réponds. Et je fais comme si j'étais hyper. Ouais, ça va ou quoi? Alors que j'ai un mec comme ça. Tu vois. Bienvenue dans la soirée pyjama d'un comédien que vous avez découvert il y a 4 ans dans Scène de ménage sur M6. Alors on lui a demandé de venir parce qu'on voudrait comprendre comment il est passé du statut de gardien de prison, un métier qu'il a fait pendant quand même de très nombreuses années, à ces plateaux d'M6 et cette notoriété. Il est là, ça tombe bien, et on passe une soirée pyjama avec lui, c'est Riyad Baks. Bonjour Riyad. Bonjour. Merci d'être avec nous, ça va? Oh, ça va super, là, je suis bien installé. Alors, on va y revenir évidemment, mais ça a été quoi le déclic? Pendant combien de temps tu as été gardien de prison avant de devenir l'une des vedettes de cette série d'M6? Alors, j'ai été gardien de prison pendant 13 ans, exactement. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas du tout à cette peine. Mais ouais, ça a commencé un peu par hasard, parce que je voulais avoir un boulot fixe et solide. Voilà, et donc c'était aussi pour rassurer un peu les parents, C'est ça. on va y revenir. Et le déclic en prison pour te dire, c'est pas une vie de rester enfermé, c'est qui ce déclic? C'est quoi? C'est une femme que j'ai rencontrée à l'intérieur donc, entre ces murs, qui s'appelle Maya, dont je partage la vie actuellement, et plusieurs personnages, dont un détenu aussi, qui m'a conseillé de vivre ma vie et de profiter d'avoir une liberté relative pour vivre mes rêves. Un détenu corse qui t'a dit une phrase notamment que tu as retenue et que tu donnes dans le spectacle que tu as écrit depuis, qui raconte ta vie, qui s'appelle « Riyad Baks sort de l'ombre ». C'était quoi cette phrase? Alors il m'a dit beaucoup de phrases, mais une que je retiendrai particulièrement, c'est quand il m'a dit moi j'ai pas le choix, je suis là, mais toi t'as le choix. Enfin, pourquoi tu viens t'enfermer tous les jours à cette prison? Et voilà, et cette passion, c'était le théâtre, la comédie, et on va revenir dans un instant sur ce monde carcéral que tu as connu, et puis sur ce monde qui est à l'opposé, avec des tas de projecteurs braqués sur toi. Mais juste avant, on va essayer de comprendre qui tu es, et dans quelle ambiance familiale tu es né, toi, ici à Marseille, par exemple? Ouais, je suis né à Marseille, et effectivement, je suis né je suis né à la Conception, et ensuite j'ai grandi dans le 2e arrondissement avec mes parents, rue de la Prison. Ouais. Donc c'était un peu prédestiné, quoi. Exactement. Ouais. Si on avait le métier de nom de rue où on est né, il y aurait beaucoup de métiers différents, je pense. Là, on voit papa et maman en ce moment. C'était quel genre de parents? Ils s'inquiétaient un peu pour toi? Ils s'inquiétaient toujours pour nous, ouais. Parce qu'on est 4 dans la fratrie, et en fait, ils sont très axés sur la sécurité, sur le bien-être, et ils nous ont mis dans des bulles, dans le sens où il fallait bien travailler à l'école, il fallait rentrer très vite, il fallait pas trop sortir le soir, il fallait toujours savoir où on était. Et ils avaient cette espèce de sécurité tout le temps mis en avant, et notamment dans ce qui était donc les métiers, quoi. Ils voulaient qu'on ait un métier solide, stable, et qu'on galère pas. Voilà. Donc c'était un peu anxiogène. Quand tu étais enfant, tu étais plutôt du genre détendu, guilleret, joyeux, ou alors moi j'étais un peu j'étais vraiment le mec avec la tête dans les nuages tout le temps. J'étais celui qui était comme une pile électrique, toujours en train de faire l'imbécile. Ouais. Et ils étaient toujours en train de me recadrer, justement, parce qu'ils avaient peur que je dévie en fait du chemin tout tracé. Mais effectivement. Tu aurais pu dévier un peu? Oui. Enfin, ouais. je pense, parce que j'ai fait plein de choses en fait, étant jeune. Plein de choses, c'est-à-dire plein de bêtises. J'ai fait des bêtises. J'ai même volé dans des magasins quand j'étais petit. Ah oui, d'accord, des petites bêtises, des grosses bêtises comme ça. Non, des petites. Ouais. Parce qu'après, très vite, mes parents m'ont tout de suite recadré. Ouais. Et notamment mon père. J'avais peur de lui. Et pour vous donner une anecdote, mon père m'avait interdit de traverser la route pour aller dans une presse, une papeterie, à l'époque où moi je collectionnais des cartes. Dragon Ball Z, à l'époque, c'était des cartes pour les enfants. Et je ne l'ai pas écouté, il l'a su. Et j'avais à l'époque 400 cartes Dragon Ball Z. Okay. Et il m'a fait m'asseoir à la table de la cuisine, et il les a découpées une par une devant moi. Les 400.
Que tu avais obtenu de façon un peu frauduleuse? Non, que j'avais obtenu au cours des mois qui ont suivi, à la récréation, tout ça. Et il les a toutes, parce que je ne l'ai pas écouté pour une seule carte, il a découpé 400. Bon, le bon côté des choses, c'est que j'en avais 800 après. Ouais, donc t'es encore traumatisé 30 ans plus tard. Oui, j'en parle encore. Ouais. Mon père, il était comme ça, il avait un autre... Bon, après, ça va le faire passer pour un ogre, mais une fois, je suis arrivé en retard de 10 minutes parce que je rentrais de chez un copain. Ouais. Il m'a dit, est-ce que tu as une montre? J'ai dit oui, elle est là. Il m'a dit, donne-la moi. Il a pris la montre, il a explosé avec un rouleau à pâtisserie. Ah oui, d'accord. Et il m'a dit, vu que tu arrives tout le temps en retard, tu n'as pas besoin de montre, en fait. Okay. Et tu vois, ce truc-là, je suis pas du tout traumatisé. Non, du tout. Non, il pouvait être rigolo quand même, ton père. Ah oui, il était très drôle, mon père. Enfin, il est toujours drôle. Aujourd'hui, par exemple, tu fais des imitations dans ton spectacle, c'est pas pour rien. Non. Papa, il était imitateur aussi un petit peu? Oui, en fait, il aimait bien. Enfin, il aime beaucoup les films. C'est lui qui m'a d'ailleurs inculqué un petit peu ce truc-là, parce qu'il était toujours en train de regarder des films. Et c'est quelqu'un qui prend l'accent de la dernière personne avec qui il a parlé. Donc, c'est assez drôle. Et du coup, quand il voyait un film, il s'amusait à imiter la voix du personnage, quoi. Ouais, et du coup, il t'a fait découvrir plein de films. Ouais. Alors, c'est quoi ton panthéon? Si on avait mis des posters dans cette chambre d'ado, on aurait mis quoi? Je pense qu'on aurait mis Jurassic Park, Ouais. on aurait mis Le Parrain, on aurait mis The Mask avec Jim Carrey, on aurait mis Matrix, on aurait mis Les Évadés, enfin on aurait mis plein de... Ouais. Jurassic Park, il faut absolument que tu me fasses l'imitation du dinosaure. Là, ça va être un peu... Tu peux y arriver ou pas? Juste avec le haut du corps, parce qu'il a une façon de bouger sur scène, Riyad Bak, si vous ne l'avez vu que dans Scène de ménage, il faut aller le voir dans son spectacle. Ouais, là, je peux te faire, je vais essayer de faire un petit vélociraptor, par exemple, qui se déplace dans la cuisine. Voilà. Voilà. Et alors, il fait plein de bruitage aussi. C'est ce que tu aimes chez Jim Carrey, par exemple, cette énergie qu'il a. Oui, puis il n'a pas honte. Ça veut dire, en fait, j'avais toujours peur, moi, des caméras, même quand j'étais petit, quand on faisait des petits films entre nous. J'avais toujours ce truc-là, devant la caméra, de ne pas me comporter comme je me comporte vraiment, et cette appréhension quand on est filmé, de vouloir être bien, de paraître beau. Et lui, il s'en fout. Et c'est ça que j'aime chez lui, et c'est ça que j'essaye de faire, de m'oublier, en fait. Et c'est ce qu'il fait, lui, en fait. Et c'est ce qui le rend élastique et aussi drôle, c'est que ce n'est plus lui quand il est sur scène. Et aujourd'hui, tu peux être n'importe quel personnage, Ouais. et rien ne te fait honte, en fait. Non, là, par exemple, faire un dinosaure sur un lit d'enfant, c'est bizarre, mais bon... C'est pas gênant, ça va. Non, ça va. Après, j'ai plusieurs dinosaures, hein, effectivement, donc effectivement, là, il faut venir... Là, c'était le Vélociraptor, celui-là? Là, c'était le Vélociraptor. Après, dans le spectacle, je fais un ptérodactyle, un brachiosaure, un Tyrannosaurus rex, un dilophosaure, enfin voilà. C'est quoi ton préféré? Le Tyrannosaurus rex, je pense. Ouais. Et bon, là, pour celui-là, il faut vraiment que je... Voilà, que tu te déploies. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là on va rester sage. Quand tu veux faire du théâtre, tu commences à l'école, etc. Pour toi, c'est une carrière inatteignable, c'est juste pour le plaisir, ou déjà tu as des rêves, des envies? J'étais pris entre deux feux, c'est que moi, mon rêve, c'était ça. C'était que moi, je ne voyais qu'exister sur scène ou à la télé, mais je ne voyais pas exister autre part, en fait. Et vraiment, depuis tout petit, ça me l'a fait. D'ailleurs, j'avais eu un petit rôle dans une pièce de théâtre qui s'appelait Le chien qui ne savait pas aboyer. J'avais 7 ans. Ouais. Et ma mère était venue me voir. Tu imitais le chien déjà à l'époque? Oui. Enfin, je ne faisais pas le chien, moi j'avais le rôle du renard. C'était un second rôle, mais j'avais tout de suite capté l'attention des spectateurs. T'avais quel âge là? 7 ans. Ouais. Et ils ont dit, le petit, là, il faut qu'il continue à faire du théâtre. Et du coup, ma mère, elle m'a enlevé du théâtre. Elle t'a enlevé du théâtre? Oui, parce qu'on n'avait pas les moyens, en fait. D'accord, ouais, ça coûtait cher. On n'avait pas les moyens de faire des cours réguliers. C'était juste avec l'école, quoi. Ouais, donc c'était inatteignable. Du coup, on éteint un peu cette petite flamme à la maison. Oui, ouais. Oui, parce qu'on rigole, parce que mes parents, ils adorent rigoler, ils adorent l'humour. Ma mère est très, très drôle. Mais ça restait dans un cercle familial et ça restait vraiment intime, quoi. C'était pas le fait d'en parler, dire je veux en faire mon métier, ça les faisait rire. Ouais. Pourtant, tu avais une mère qui voulait faire chanteuse, toi. Oui, mais c'est peut-être cette expérience-là qui l'a vaccinée, parce qu'elle voulait être chanteuse, elle a vu que c'était pas possible, donc elle s'est rabattue sur un métier beaucoup plus sage, entre guillemets. Elle a fait des études de dessinatrice en bâtiment pour au final finir mère au foyer en France, parce que son diplôme n'était pas reconnu en France. Et donc, elle est restée à la maison, et puis elle s'est construite une espèce de prison, en fait, quelque part. Et elle a voulu nous montrer que ce n'était pas forcément la bonne voie, la voie artistique. Du coup, on te fait comprendre qu'il faut un boulot normal. C'est général, ça, hein, tout le monde. Mes parents disent toujours, je veux que tu sois avocat, docteur. Enfin, ils n'ont jamais dit, je veux que tu sois comédien à leurs enfants. C'est clair. C'est très rare. Oui, c'est très, très rare. Donc, toi, tu te mets en ordre de marche. Tu vas faire quoi comme études?
Alors, je vais faire donc un cursus général. Ensuite, je vais me rabattre sur la filière professionnelle. Ouais. Parce que j'étais très, très dispersé, que j'étais tout le temps en train de dessiner. Moi, j'aime beaucoup dessiner. J'avais un talent pour ça. Je dessinais des dinosaures aussi, du coup. D'où le rêveur que tu nous décris. Voilà, c'est ça. Et j'écoutais pas en classe. Et voilà. Et donc, j'avais pas une moyenne catastrophique, parce que j'avais des très bonnes notes en français, en dessin, tout ça. Mais en maths, par exemple, j'étais en dessous de la moyenne. Enfin, j'étais pas très ordonné dans ma façon de travailler. Et du coup, je me suis retrouvé en filière professionnelle et j'ai choisi un truc au hasard. Dans le spectacle, j'en parle d'ailleurs, avec la conseillère d'orientation, qui me donne l'ordre d'aller en filière pro et dans la filière comptabilité. Voilà, donc comptable. Voilà, le comptable, quoi. Donc c'est vraiment par défaut, quoi. Ouais. Alors derrière, tu vas pas faire vraiment comptable, tu vas enchaîner des tas de petits boulots d'ailleurs, parce que quand on te voit dans la série télé ou sur scène, on peut pas imaginer que tu as eu autant de vie. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait comme boulot, par exemple? Plongeur, cuisinier? Alors oui, je suis arrivé plongeur dans une entreprise de restauration, j'ai fini ensuite cuisinier, j'ai fait pizzaiolo, j'ai travaillé comme manœuvre sur les chantiers, j'ai réparé des climatisations, je les ai installées. Ouais, j'ai fait même vendeur de jeux vidéo, vendeur de fringues. Donc très débrouillard, quoi. Oui, j'avais toujours un boulot en fait. J'ai jamais été en galère par rapport à ça, c'est que je me débrouillais tout le temps pour avoir du travail, parce que j'avais la pression aussi familiale. Mes parents, j'habitais chez eux, il fallait que je participe un petit peu à tout ce qui était dépenses et tout, donc je me débrouille toujours pour avoir quelque chose. T'étais jeune là quand tu faisais ces petits boulots, c'était quel âge? C'était la période, ça a été de 18 à 23 ans, à peu près. Et comment s'est imposée cette idée d'aller bosser à la prison? C'est pas imposé justement, j'avais peur de ça, mon père voulait que je le fasse parce qu'on s'est ça faisait longtemps qu'il t'en parlait déjà, même quand tu faisais les petits boulots. C'est ça, parce qu'en fait quand on a déménagé à mes 16 ans et qu'on est arrivé devant la prison des Baumettes, parce qu'on habitait littéralement devant, c'est-à-dire qu'on traversait la rue pour y aller, il m'a dit regarde tous ces gens qui passent, les gardiens là, c'est bien ça comme métier, tu devrais faire ça, c'est... moi si je pouvais je le ferais. J'ai dit mais là tu peux? Il m'a dit non, je peux pas là. Parce qu'il avait, je crois qu'il y avait une date limite. C'était un âge limite? Un âge limite, pardon. C'était, en fait, il y avait un âge limite, donc je crois que c'était 42 ou 43 ans, un truc comme ça. Et il était plus jeune que l'âge limite, donc il aurait pu essayer, mais bon, il l'a pas fait. Et en fait, je me suis dit, je repoussais l'échéance, je continuais à lui montrer que je trouvais des boulots, même dans le BTP, tout ça, j'essayais de trouver des choses. Et à un moment donné, il m'a dit... échapper à la prison, quoi. C'est ça. Et à un moment donné, il m'a dit, essaye quand même. Pour lui faire plaisir, à 19 ans, j'ai essayé, donc j'ai passé le concours, et j'ai fait exprès de le rater. Ça veut dire que j'ai saboté le concours. C'était compliqué de le louper, tu l'as loupé, quoi. Voilà. En gros. Alors, ce qui est bien dans le spectacle, c'est que tu nous racontes quand tu l'as réussi, le concours, parce que tu le passes une 5 ans après, à 24 ans. Ouais. Et là, tu es dans quel état d'esprit? Voilà, je suis dans l'état de... Voilà, là, je suis résigné, il me faut un boulot stable. Je commence à prendre conscience que dans la vie, il faut faire des crédits, il faut avoir un appartement ou une maison, il faut être rangé, il faut subvenir à ses besoins. Et puis mes parents, ils prennent de l'âge. Donc, habiter chez papa et maman, c'est bien, mais à un moment donné, il faut que je me construise ma propre vie. Donc je me dis, c'est le boulot idéal dans le sens où c'est quelque chose de stable. Donc gardien de prison à la prison des Baumettes, et là ton père il te dit, c'est idéal, tu dors à la maison, tu es à 3 minutes à pied, c'est ça, vous étiez vraiment en face? Ouais. Il avait chronométré, il a dit 3 minutes 14 de marche. 3 minutes 14. Devant la porte. Est-ce que tu peux nous raconter le premier jour où tu mets le pied à la prison après le concours? Ça tu le décris très bien dans le spectacle, sans tout déflorer, mais c'est quoi l'ambiance à la fois à l'extérieur et dans ta tête? Alors, à l'extérieur, déjà, quand j'arrive devant la prison, je trouve ça gigantesque. Et je me dis, comment je vais faire, moi, pour avoir les épaules de rentrer dans ce lieu de violence? J'avais peur. Pour moi, c'était comme la porte de Jurassic Park, en fait. Dedans, j'allais voir des créatures qui allaient vouloir me bouffer, me buter. Et donc, je donnais l'impression de quelqu'un de calme, de posé, qui arrivait, mais j'étais en flip total, en fait. Que 23 ans. Hein. 24, ouais. 24. Que 24 ans. Ouais. Et là, tu découvres un monde déjà qui est celui des gardiens de prison. Comment on te présente le job? C'était séduisant ou pas? Non, pas du tout. En fait, dès qu'on arrive, tout le monde est un peu rustre, tout le monde est un peu austère. Les gens, ils sont là depuis des années, ils font ce boulot depuis des années, donc voilà, c'est... Les premières années où ils découvraient qu'ils étaient un peu naïfs sont derrière eux. Et moi, j'arrive donc avec cette espèce d'énergie naïve et on renvoie en pleine gueule que il faut arrêter de rêver, qu'il faut envoyer, quoi. D'accord. Parce que tu arrives, tu es tout frais, tu as même de l'humour un petit peu. Ça passe bien l'humour Oui. Justement, c'est leur échappatoire là-bas. C'est que justement, les gardiens, ils sont tout le temps dans le boulot, tout le temps dans la violence et tout. Et dès qu'on décapsule ça avec de l'humour, c'est un peu infusible là-bas, l'humour. Mais il y en a qui sont pas très réceptifs. Il y en a qui... Voilà. Quand on dit aussi aimable qu'une porte de prison, c'est pas pour rien.
Okay. Est-ce que ça a changé ta vision du monde? Qu'est-ce que tu vas voir là-bas qui t'a marqué à vie et dont tu parles aussi sur scène? J'ai vu un pendu. Bon, ça s'est passé quelques mois après mon arrivée. J'ai vu un cadavre, en fait, et ça m'a... au début, on pense que c'est même une poupée. C'est ça en prison. J'ai vu ça a ouvert le bal quelque part, parce qu'après il y a eu des violences physiques. J'ai vu des gens tenter de se suicider en se sectionnant l'artère fémorale avec un bout de miroir. Enfin, j'ai vu des choses vraiment très dures. Très dures. Comment tu gères ça? Est-ce qu'on vous aide? Est-ce que tu as des psychologues? Oui, il y a des psychologues, mais personne ne va les voir, parce que c'est cette vieille tradition ou vieille pensée collective qui consiste à se dire que si on va voir un psychologue, c'est qu'on est fou. On est faible. Ou qu'on est faible, voilà. Donc on n'y va pas trop. On dit, ah, mais t'inquiète pas, j'ai les épaules et tout, mais en fait, ça détruit intérieurement. Quand j'ai vu un mec convulser parce qu'il se vidait de son sang et qu'en rentrant dans la cellule pour l'aider, j'ai senti le fer. Ouais. L'odeur du fer, en fait. Ça marque. Ouais. Voilà. Ça a changé ta vision du monde, des gens aussi. Est-ce que tu as aussi perçu différemment les incarcérés, les détenus? Oui. Est-ce qu'il y en a certains, parce que j'ai l'impression que le Corse dont on parlait tout à l'heure, dont on va reparler, ça fait partie des personnes avec qui tu as pu tisser un lien, finalement, c'est possible? Oui, c'est possible de tisser un lien. Il faut faire attention, parce que ça peut être un piège. Mais effectivement, comme j'étais naïf, quand je suis arrivé, moi, tout de suite, j'ai voulu en faire mes amis, mes potes, pour que ça passe mieux. Ouais. Parce que j'avais du mal à me mettre dans une position autoritaire. Je me suis dit, c'est des êtres humains comme moi. Enfin, je n'ai pas à les brusquer ou alors leur parler, les prendre de haut. Et effectivement, des fois, je me suis cassé le nez parce qu'il y en a qui ont profité de ça. Et ça m'a rendu plus dur. Parce qu'ils ont pris ça pour de la faiblesse, le fait d'être trop gentil, finalement. Exactement. Ouais. Donc tout de suite, j'ai mis une carapace et je jouais un rôle. Finalement, le rôle de surveillant pénitentiaire, c'est celui que j'ai joué le plus longtemps. Ouais. Parce que pendant 13 ans, j'ai joué le rôle d'un mec qui était énervé, qui n'était pas content d'être là. Mais de temps en temps, j'avais ces petites respirations avec certaines détenues, dont un père de famille qui m'a littéralement pleuré dans les bras, parce qu'il était là pour défaut de permis et qu'il avait mélangé avec des criminels qui étaient beaucoup plus dangereux. Wow. En cellule, quand on se retrouve avec un mec qui a découpé une prostituée, alors que nous, on est là parce qu'on a récidivé sans permis. Je pense que ça doit être un peu difficile. Du coup, là, tu te mettais un peu dans le rôle d'un psy, finalement. Ouais. Donc, ça t'a aidé à évoluer aussi personnellement? Oui, mais j'ai déconstruit beaucoup de choses. J'ai déconstruit beaucoup de clichés. J'avais tendance à croire que les détenus, c'était uniquement des gens qui étaient vénères, et qui parlaient mal et qui étaient dangereux. Alors que non, c'est monsieur tout le monde qui peut être en prison. Même nous, on peut s'y retrouver demain, en fait. Ouais. Ça va très vite. Tu as trouvé une majorité de gens qui n'avaient pas envie d'y retourner, parce que souvent l'image c'est presque valorisant d'aller en prison. C'est ce que tu dirais toi pour certains d'entre eux, pour la majorité ou pas? Il y en a certains qui sont contents d'y aller, parce qu'ils se disent que comme ils ont un train de vie qui est vraiment beaucoup plus haut grâce à ce qu'ils font et qui les conduit en prison, ils ont trouvé un rythme. Ça veut dire que quand ils sont dehors, ils ont leur train de vie, ils ont des belles voitures et tout, et quand ils sont en prison, c'est comme si c'était un peu la contrepartie, quoi. Ouais. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui ne veulent plus revenir, qui sont limite traumatisés, et il y en a qui te disent à chaque fois je ne reviendrai plus jamais, mais le lendemain tu les recroises. Ouais. Voilà. Donc, parce qu'ils continuent. Alors toi, dans cet univers, tu vas rencontrer des personnes qui vont t'aider à avoir ce déclic qui va faire qu'au bout de 13 ans, tu vas quitter la prison. Alors déjà, pourquoi tu restes 13 ans? Parce que là, il faut avoir une grosse résilience pour quelqu'un qui va un petit peu à reculons. Tu y as trouvé ton compte à un moment? Oui, parce qu'à l'intérieur de la prison, on a accès à d'autres postes. Comme dans la vie à l'extérieur, c'est-à-dire à l'intérieur, à un moment donné, ils avaient besoin d'un comptable. Parce qu'on pouvait rester en tenue de surveillance, c'est-à-dire être appelé à n'importe quel moment, mais faire un travail de comptable. Et à un moment donné, j'ai pu intégrer des bureaux. Donc le fait d'avoir intégré ces bureaux-là ont un peu calmé les choses, dans le sens où... Tu étais moins au contact. Voilà, j'étais moins au contact. Mais j'y étais quand même, parce que j'avais toujours ce truc-là, parce que je circulais dans la prison. Mais effectivement, ça m'a un peu enlevé ce côté un peu dangereux. Donc je me suis calmé sur mes désirs de départ, mais c'est revenu à un moment donné, parce qu'on ne peut pas rester éternellement dans un bureau, surtout quand on est gardien de prison. Et alors, comment c'est revenu? Ça passe par justement des détenus qui te disent « Attends, moi j'ai pas le choix, comme le Corse, d'être emprisonné. Toi, tu t'emprisonnes volontairement. Oui. Dégage de là, en gros ». C'est ça? C'est ce genre de petites phrases qui t'a mis sur la voie? Ce genre de petites phrases-là, et puis même moi, le fait de réaliser, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais le fait de réaliser que j'avais perdu des années
et des heures. Par exemple, quand une journée se terminait et que j'avais réalisé que je l'avais passé enfermé, je pleurais en fait, en sortant, parce que je me suis dit que c'était des heures où j'étais en bonne santé, que je venais de gaspiller, de sacrifier à faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Donc ça m'a aussi conduit sur une pente. Et le détenu justement en question, avec ses paroles qui étaient très philosophiques, qui m'ouvraient un petit peu l'esprit, la rencontre avec Maya, il y a plein de... C'est un concours de circonstances qui a fait que ça m'a... Ouais. Alors, il t'a initié notamment à la littérature, il te filait un petit peu des bouquins, ce détenu corse. En fait, c'est un mec qui était analphabète à la base, et qui a appris à lire en prison. Et il m'a montré que c'était possible de dépasser certaines choses, certains faits établis. Et je me suis dit, si lui, il a réussi à faire ça, parce qu'il était passionné de littérature, passionné de théâtre, s'il a réussi à faire ça, pourquoi moi, je n'essaierais pas ? Juste essayer. Et puis, l'autre déclic, c'est celle que tu touches là en ce moment. C'est cette alliance. Elle est avec nous. Voilà, tu as parlé de Maya très, très furtivement à l'instant. Ça, c'est la femme de ta vie. Oui. Vous attendez un heureux événement d'ailleurs. C'est quelqu'un qui va te donner l'envie de sortir de ces murs. D'abord, comment vous vous rencontrez ? Parce que c'est en prison que vous vous êtes rencontrés avec Maya, mais elle aussi, elle n'est pas détenue. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, pour revenir dans ce que je disais tout à l'heure, heureusement que j'ai tenu et que je suis resté toutes ces années en prison, sinon je ne l'aurais jamais croisé dans les couloirs de cette prison, parce que c'est arrivé à la fin pratiquement. Et je me suis dit qu'à la limite, si j'étais parti avant, je ne l'aurais jamais rencontré, je ne serais pas dans cette position peut-être aujourd'hui. Et je lui dois beaucoup, et je dois beaucoup à ce heureux hasard. Ouais. Et effectivement, quand je la croisais en sortant au détour de certains bureaux dans lesquels je passais quand j'étais en prison, elle faisait un stage d'élève avocat, donc elle travaillait au greffe. Et elle passait souvent dans les couloirs qu'on avait en commun. Et elle m'avait déjà repéré depuis quelques mois. Et parce que c'est pas facile de tomber amoureux entre deux portes de prison. Bah non. Comment ça s'est fait ? Elle faisait semblant d'aller aux toilettes pour me croiser. Donc elle sortait quasiment toutes les 10 minutes, quoi, je pense, de son bureau, alors qu'elle n'avait rien à faire de spécial. T'as dû t'inquiéter, du coup. Oui, non, mais parce que moi je la croisais de temps en temps, donc je connaissais pas tout ce... Voilà. Mais c'était vraiment un scénario qu'elle avait élaboré. Ouais. Et donc elle s'enfermait dans les toilettes et puis elle attendait. Elle attendait juste pour faire penser qu'elle allait aux toilettes, juste pour me croiser, en fait. Et c'était très touchant quand elle me l'a dit quelques mois après, ça m'a touché, en fait. Et toi, tu ne voyais rien ? Non, moi, j'étais grand naïf. Voilà, c'est ça. Le grand naïf en prison, quoi, en fait. Et je voyais pas ça. Et ça m'a... Même là, je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que j'étais tellement triste d'être là-bas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a vu ? Ouais, l'ombre de moi-même, finalement. C'est ça, elle m'a vu vraiment au plus bas, et ça lui a donné envie de me connaître mieux. Enfin, c'est très bizarre. Ce qui veut dire que le fait de faire ce métier que tu ne désires pas profondément, c'est aussi une dévalorisation de soi-même. Oui, oui, ça te grignote de l'intérieur. C'est quelque chose, tu te lèves tous les matins avec une tristesse dans le ventre, une boule au ventre. Ouais. Et pendant que tu te prépares, tu te dis, est-ce que je les appelle pour dire je viens pas ? C'est très, très... Il y a plein de gens, d'ailleurs j'ai une pensée pour tous ces gens-là qui vivent ça au quotidien, c'est très dur de faire ça, d'aller toujours à l'encontre de ce qu'on veut dans le cœur, en fait. Ouais, parce qu'on parle du suicide des personnes incarcérées en prison, mais il y a aussi le suicide dans le camp des surveillants. Il y a beaucoup de surveillants qui se suicident au Mirador, parce qu'on a une arme de service qui est à disposition et on peut s'en servir. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui, notamment même les policiers aussi, font ça aussi avec leur arme de service. Et c'est vrai qu'il y a une sonnette d'alarme là-dedans, c'est que... Je pense déjà qu'il y a cette démarche-là. Tu as connu ça, toi, des collègues qui sont... Oui. Moi, j'ai un collègue qui s'est pendu dans son garage. Parce qu'en plus du fait qu'il avait un boulot qu'il n'aimait pas forcément, il était en plein divorce et voilà. Donc, il suffit que voilà, c'est ça. C'est que c'est un équilibre, d'accord, mais c'est un équilibre fragile. C'est ça. Alors l'équilibre, tu le trouves avec Maya, donc dans ces couloirs de prison, tu ne vois pas son petit manège, mais tu le comprends au bout d'un moment. Non, parce qu'elle se renseigne en plus sur moi, dans mon dos. Et c'est elle qui va te dire à un moment, la vie est ailleurs. C'est là, elle te dit, tu aimes le théâtre, il faut monter à Paris. C'était l'idée ? En fait, elle a eu des preuves. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, moi, j'avais des petites respirations, dans le sens où quand j'étais de repos, avec des copains, on faisait des courts-métrages. On se filmait, on inventait des scénarios, on se filmait et on jouait. Ouais.
Et donc j'avais des preuves de ça, c'est-à-dire que j'avais fait une bande démo avec une bande démo, c'est donc une vidéo avec tous les extraits de ce que j'ai tourné à l'intérieur, qui faisait à peu près 2 minutes, et j'avais mis ça sur Internet, moi. Donc ça, tu faisais ça parallèlement à la prison. Voilà, exactement. Donc c'était un peu ta bulle d'oxygène déjà. C'est là où je respirais, je me sentais vivant. Et quand je retournais en prison, les gens se foutaient même de ma tronche en me disant « Alors Al Pacino, ça va ?» Ils savaient que je voulais faire ça comme métier. Et elle, quand elle s'est renseignée sur moi, elle m'a un peu, comment on dit ça là, googlisé, c'est ça? Oui, c'est ça. Et elle a vu cette vidéo. Et c'est là où elle a compris ce que je voulais faire et ce que j'aimais faire. Et c'est là où elle m'a dit, mais tu as du talent. Tu ne dois pas faire ça à côté. Essaye d'en faire ton métier. Et moi, j'avais eu peur de ça. J'avais toujours eu peur. J'avais toujours repoussé la venue à Paris parce qu'on m'a toujours dit, notamment même le détenu, me disait, c'est à Paris que ça se passe. Ouais. Ici, il n'y a pas grand-chose dans le Sud. À l'époque, il n'y a pas grand-chose en tout cas. Mais alors, ça va complètement à l'encontre de la pensée de tes parents, qui te disent fais un boulot normal, tu as une bonne place, garde-la. Ça gagne combien un gardien de prison Alors moi, personnellement, là où j'en étais, quand ça s'est... Bon, au début, quand j'ai commencé, je gagnais exactement 1 418 € net. Oh. Ça veut dire qu'en 2009, 2010, je gagnais ça. Voilà. Je gagnais ça par mois pour ce boulot-là. Au bout de... Ah non, et après au bout de 13 ans, j'étais monté avec les heures supplémentaires à 2 300 €. D'accord. Donc c'est pas forcément... la panacée non plus. Non. Alors, pour rassurer peut-être tes parents, j'imagine que tu quittes pas tout d'un coup, tu le fais, tu fais... Non, justement, je me dis... Enfin, moi, je veux tout quitter d'un coup. Mais c'est Maya qui me ramène à la raison en me disant non, t'es dans un travail, un boulot, où tu peux te servir de mutation professionnelle. Elle m'a dit donc pourquoi pas? Et là, je lui ai dit mais effectivement, parce que moi, je comptais démissionner. Elle m'a dit non, il faut faire les choses proprement et intelligemment. Step by step. Voilà, c'est ça. Et elle est très structurée en fait. Et c'est ça que j'aime chez elle aussi, c'est que voilà. Et du coup, c'est bien ça, d'avoir un artiste et quelqu'un d'un petit peu plus technique. Elle est avocate, donc voilà, et effectivement, ça contrebalance un peu mon côté rêveur, mon côté. Elle est très terre à terre et tout. Et elle m'avait dit de faire ça. Et effectivement, j'étais le seul mec qui habite à Marseille, avec le soleil, la mer, qui voulait aller à Melun. Voilà. Melun, région parisienne, Seine-et-Marne. Hein. Voilà, Seine-et-Marne, Melun, il fait gris, voilà, il y a des corbeaux, enfin, c'est un truc de fou. Hein. C'est-à-dire, quand je faisais des rondes là-bas et qu'il y avait de la neige, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire là, moi? En Sibérie. Ouais, c'est ça. À 2h du matin, quand tu fais ta ronde et que tu vois la fumée de ton souffle, enfin, je me suis dit, qu'est-ce que je fous ici, quoi? Ouais. Donc, tu arrives à Melun, alors, fébrile ou enthousiaste? C'est-à-dire que... Fébrile. Ouais, tu te dis, j'ai fait une connerie. Pendant le trajet de Marseille à Melun, les 9 heures de route, là, j'ai chialé. Hein. Je pleurais. Hein. Et j'étais seul dans ma voiture, parce que... Enfin, j'étais pas dans ma voiture, moi j'étais dans le camion de déménagement. C'est moi parce que Maya, elle est où pendant ce temps-là? Elle est dans la voiture, dans sa voiture, elle, avec ses affaires. En se disant, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'elle voulait pas partir non plus, je pense. Ouais. Et moi, j'étais dans le camion de déménagement avec toutes nos affaires, et j'étais en train de rouler, mais j'étais en train de chialer. Quoi. Et on chialait chacun dans sa voiture sans le savoir. Et vous arrivez là-bas. Premier pas, on va dire, pour essayer de faire autre chose que la prison. Donc tu rentres dans une nouvelle prison. Même ambiance qu'à Marseille ou Non, différent? Une ambiance un peu plus pré-retraite, dans le sens où là-bas, il y avait beaucoup plus de personnes âgées. Ouais. Bah, c'était des longues peines. C'était pas parce que à Marseille, c'est une maison d'arrêt. Ouais. Et c'est un centre pénitentiaire, en fait, et il y a une maison d'arrêt, et il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de passages, c'était très, très énergique, très, très vif. Là-bas, c'est plus calme, c'est des longues peines, ils savent qu'ils sont là pour longtemps, donc... Puis c'est pas pareil, c'était surtout des mœurs. Ouais. Et des meurtriers, donc voilà, c'est pas des gens qui la ramènent. Et encore, hein, vers la fin, il commence à y avoir un peu plus de jeunes, de plus en plus de jeunes qui commençaient à arriver. Ouais. Donc c'était plus cool au début, quoi. Voilà, donc toi, ton seul objectif, c'est, ok, j'ai un boulot alimentaire, mais il faut que je trouve un agent. Un agent. Donc ça, c'est la première des choses. Donc première étape. Tu vas chercher un agent. La vidéo dont je te parle, la fameuse bande démo, je l'ai martelée. J'ai fait dès qu'on est arrivé, d'ailleurs, la photo que vous avez avec Maya, c'était le jour où j'ai fait mon booking comédien. C'est le photographe qui nous a pris. Un book, en gros, c'est comme un catalogue où tu montres un peu tous tes looks que tu peux envoyer au directeur de casting et aux agents comédiens. Et donc, j'ai fait un book photo. Disons, on voit la photo de Maya, elle aurait pu être actrice aussi. Hein. Exactement, ouais. Là, c'est bien un peu plus devant moi, je ne sais pas si tu le vois sur la photo, elle est un peu plus en avant, là. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'elle avait une idée derrière la tête. Elle est avocate depuis, au fait? Oui, elle est avocate, bien sûr. Bravo. Voilà. Et donc, elle est toujours derrière toi aujourd'hui. Alors, donc, tu trouves cet agent, finalement? Oui, alors, l'agent me contacte très peu de temps après mon arrivée, parce que j'ai vraiment martelé. Hein. J'étais tellement dégoûté d'être là que je voulais que ça marche, en fait, parce que du coup, je me suis mis au pied du mur. Et donc, je trouve un agent, donc elle m'appelle en me disant qu'elle a vu ma bande démo, qu'elle adore, que j'ai quelque chose, qu'il faut à tout prix qu'elle me rencontre. Je la rencontre, elle tombe vraiment amoureuse de ma façon d'être, de ma façon de jouer, et c'est comme ça que ça part. Voilà, je fais des castings.
tu fais des castings. Et puis tu retrouves là-bas quelqu'un avec qui tu faisais déjà des courts-métrages à Marseille, Fabien Carabin. Fabien Carabin, qui est réalisateur, en fait, que j'ai rencontré, qui est à la base, lui, un Parisien, qui était parti faire ses études à Marseille de cinéma. Ouais. Lui remonte à Paris. Parce que j'étais parti avant lui, du coup. Lui aussi m'a dit, mais tu es fou d'aller à Paris, qu'est-ce que tu... Enfin voilà, parce que moi j'en viens. Je peux te dire ce qui se passe là-bas, c'est lui, il va pas... Échappé. Ouais, c'est ça, exactement. Et pourtant, lui était aussi à Paris, donc vous rebossez ensemble à Paris? On rebosse ensemble à Paris, on fait des petits projets, des petits courts-métrages, tout ça et tout, des vidéos à mettre sur le net. Et donc en parallèle, je passe des castings et je continue mon boulot de surveillant. Ça veut dire que j'avais 2 casquettes. Oh. Et les gens à l'intérieur ne le savaient pas. Par contre, je faisais profil bas, pas comme à Marseille. Là-bas, à Melun, je l'avais dit à personne ce que je voulais faire. Pour eux, j'étais juste un surveillant qui venait faire son boulot et qui rentrait chez lui. Pourquoi? Parce que... Je voulais pas qu'on me juge, en fait. Je voulais pas qu'on me dise tu n'y arriveras pas. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te disent ça. Quand tu veux faire quelque chose, peu importe ce que tu veux faire dans ta vie, les gens te diront toujours ouais, c'est trop difficile ou mais il y a des gens qui ont fait ça avant toi. Donc j'ai pas voulu en parler, j'ai gardé ça pour moi. Et c'était un peu douloureux parce que j'avais l'impression d'être le seul spectateur de ce que je faisais, en fait. Ouais. Et c'était bizarre. Donc tu fais cette série de casting et puis tu arrives sur le casting de Scène de ménage qui cartonne à l'époque sur M6, ouais. Plus de 4 millions de téléspectateurs chaque soir. Ouais. Comment tu débarques sur ce casting? C'est quoi Alors déjà, on était en plein Covid. Donc on faisait des castings à distance, en self-tape. Ça veut dire qu'on s'enregistrait chez nous en train de jouer la scène, la partition, et ensuite on l'envoyait au directeur de casting et on avait un retour. Donc moi, le retour plaît, le premier, parce qu'il y a eu, pour Scène de ménage, parce que c'est une grosse machine, il y a eu 4 castings. Un chez moi tout seul, premier tri, ouais. Donc on était une centaine, 200 je crois, à passer le casting. Premier tri, deuxième sur place à Paris directement avec un directeur de casting. À ce moment-là aussi, je corresponds, donc l'étau se resserre encore un peu plus. On m'invite carrément à venir sur les plateaux de la série. Wow. Dans les vrais décors, là, je suis comme ça. Ouais, et puis, tu es aussi un peu comme un gamin, parce que toi, depuis toujours, oui. Ça t'a fait rêver, la j'ai télé, vu les décors, le cinéma. Là, tu rentrais dans ton magasin de jouets. Quoi. C'est ça, exactement. C'était vraiment un magasin de jouets pour moi. J'étais heureux, mais comme pas possible. Et puis, je voyais les décors que je voyais à la télé, et je voyais que c'était de la mousse et que c'était pas vrai. C'est pas vrai. Ah oui, parce que oui, toujours cette grande naïveté, parce que tu te décris comme ça, mais ouais. C'est ça, tu étais un peu... Et ils ont aimé ça, notamment le producteur Alain Kapoff, il a vraiment aimé ce caractère que j'avais, cette personnalité. Voilà, parce que j'étais vraiment... Moi, j'étais le surveillant, tu sais, j'étais l'outsider. Moi, quand je suis arrivé là-bas, ils étaient tous comédiens, ils étaient là, ils avaient un book, ils voulaient tous faire ce métier depuis des années. Ils s'étaient donné la force de le faire. Ils avaient dit... Moi, je veux devenir comédien. Ils avaient fait de la colocation. D'ailleurs, je respecte beaucoup ceux qui font ça, de la colocation, qui mangent des pâtes, qui sont là, qui ont un boulot vraiment qui mangent de la vache alimentaire. Exactement, voilà. Et pour faire ce métier, parce qu'ils se disent, je ferai ça et pas autre chose. Ouais. Et moi, j'avais pas eu le courage de faire ça. Moi, je m'étais toujours mis en sécurité. Et là, tu avais de quoi faire bouillir les pâtes et voilà, c'est ça. Toit au-dessus de ta tête. Ouais, puis je l'ai même dans les concessionnaires automobiles. Et puis je dis, combien la voiture là? Ouais, bon, je peux faire un petit crédit alors sur 20 ans. Enfin, tu vois, j'avais ce truc-là, moi, ce confort qu'eux n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas ces fiches de paye. On peut plus difficilement faire un crédit. Exactement. Donc moi, c'est ça que j'avais. Je voulais les deux mondes, en fait. Mais à un moment donné, tu peux pas avoir les deux. Tu es obligé de choisir. Et petite anecdote que je t'ai pas racontée, ça, c'est une petite surprise. Là. Ouais. À la base, je devais passer un concours, moi, interne. Je devais devenir lieutenant pénitentiaire. J'aurais gagné mieux ma vie, j'aurais été catégorie A. Et donc, j'avais préparé mon concours. Et le concours tombait à la même date que le casting en studio. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais faire ce concours ou est-ce que je vais faire ce casting? Bon, on connaît tous la réponse, mais... Cette question, tu te la poses. Et tu te dis, est-ce que je vais faire un truc qui n'est même pas sûr, parce que je n'étais même pas sûr d'être pris, ou est-ce que je pense à la sécurité? Et là, j'ai eu le gros dilemme de mes parents. C'est revenu en arrière. Là. Oui. Tu vois ça, c'est le bruitage qu'il fait dans le spectacle voilà. Pour faire les retours en arrière. Là, je suis revenu en arrière vraiment, littéralement, et je me suis dit, mes parents m'ont dit ça, à l'époque. La sécurité ou l'artistique. Et là, j'étais devant les deux chemins. Et je me suis dit, au pire, la sécurité, je peux le repasser le concours. Ouais. Je me suis dit, l'année prochaine, je peux le repasser, ce casting, non. Et c'est ça qui m'a décidé, j'y suis allé. L'étau s'est encore plus resserré parce qu'on m'a dit c'est toi qu'on veut. Et après, il y a eu un 4e callback. Et là, il y avait carrément la chaîne, il y avait M6, il y avait tout le monde en fait qui était là. Et ils nous ont vu tourner un pilote. Ouais. Et à ce moment-là, une fois que ça s'est terminé, on a eu un petit retour des équipes. Et mais pendant 3 mois, on n'a pas eu de nouvelles. 3 mois. Ouais. Et j'étais comme ça, j'allais travailler, j'étais un zombie. C'est-à-dire que j'allais en prison, je me disais qu'est-ce que je fais, je vais rester ici, est-ce qu'ils vont me prendre? Enfin, j'étais dans parce que tu étais à deux doigts du bol de sangria, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. et je suis chez moi un jour, je parle à mon frère au téléphone, il passe l'aspirateur chez lui, j'entends pas trop ce qu'il me dit, ça me saoule. Donc je dis, bon, écoute, je te rappelle, là, je veux libérer la ligne, on sait jamais.
Je raccroche. À peine j'ai raccroché, je vois le nom d'Alain Kapoff. Alain Kapoff qui s'affiche sur mon... Alors Alain Kapoff, c'est le producteur de Kaamelott, c'est le producteur de Caméra Café. Enfin, De scène de ménage historique, ouais, c'est lui qui a adapté. Voilà. Parce qu'à la base, c'était une série qui était espagnole, qui s'appelait Cenas de Matrimonios, un truc comme ça, qu'ils ont importé en France. Et effectivement, je vois son nom, je tremble. Je tremble. Je réponds. Et je fais comme si j'étais hyper. Ouais, ça va ou quoi? Alors que j'ai un mec comme ça. Tu vois. Il me dit alors, salut Riyad. Et là, à son ton, j'ai compris qu'il y avait un truc. Il y avait une bonne nouvelle parce qu'il ne m'a pas appelé. Positif. Voilà. Il m'a dit Riyad, est-ce que tu es prêt à bosser les 10 prochaines années avec nous? Waouh. Là, je commence à avoir les larmes. Et j'ai dit mais oui, bien sûr. Je ne savais pas quoi répondre. J'avais une voix fluette. Il m'a dit écoute, ben, on t'attend. À partir du 12 avril, je crois. Enfin, il m'a sorti une date. Il m'a dit, on va prendre contact avec toi, tout ça. C'est bon, c'est parti, on y va. Mais là, c'est le rêve absolu. Ouais. En plus, toi qui as été formaté à prendre un boulot sérieux, stable, là, on t'annonce carrément que tu vas travailler pendant des années et des années dans le boulot de tes rêves. Ouais. Et ça m'a... Là, tu vois, même d'en parler maintenant, ça fait encore l'émotion, tu vois. Parce que je me dis, mais toutes ces années, je suis resté comme ça, enfermé. Et là, on m'ouvre la porte, tu vois, et ça m'a vraiment touché, quoi. Ouais, c'est beau. Et ça se sent. Tu arrives dans un univers, elles sont chouettes, ces larmes, parce qu'on sent vraiment que ça t'émeut encore. T'étais dans cet état-là, et quand tu raccroches, t'es dans cet état-là. Je rappelle mon frère tout de suite. Ouais. Et j'ai dit, arrête l'aspirateur. J'ai dit, voilà, là, tu vois, je viens juste de raccrocher avec toi, je t'ai dit, libère la ligne, ben, on vient de m'appeler. Il me dit, alors? Et je dis, ben, c'est bon. Il me dit, c'est bon quoi? Et j'ai dit, ben, ça y est, c'est moi et tout, je suis pris. Et là, il me dit, putain, je le savais et tout. Enfin, et pendant que j'étais avec mon frère, j'ai le producteur, je crois que c'était directeur artistique à l'époque, ou le producteur exécutif qui m'appelle, Mathieu Laurentin. Il m'appelle, donc mon frère, je raccroche le nez, il n'a plus rien à foutre de lui. Je décroche, oui, qu'est-ce qui se passe? Et alors, regarde, c'est bon, alors apparemment, t'as eu la nouvelle, tout. Je dis, ouais. Il m'a dit, bah alors, vas-y, hein, ce soir, je te le certifie, tu peux te déboucher une bouteille de champagne et tout, vas-y, quoi. Quel bonheur. Et j'étais, waouh, mais qu'est-ce que j'ai... Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en plus, pour moi, scène de ménage, c'était tellement culte à la télévision que je me suis dit, bah, c'est mon rêve qui commence, quoi. C'est ça, parce que la série existait depuis des années, tu l'as regardée, toi, en tant que téléspectateur, donc tu vas rentrer dans le rêve, dans ce que tu regardais à la télé. Ouais. Alors là, tu vas découvrir un univers carrément à l'opposé de l'univers carcéral, j'imagine, parce que tu passes vraiment de l'ombre à la lumière. C'est quoi ta première réaction quand tu découvres et c'est quoi l'ambiance de ce plateau? Alors déjà, avant d'arriver sur le plateau, ma mère m'appelle en panique, en me disant, mais comment tu vas faire pour ton travail? Parce que pour elle, c'était pas un vrai travail que j'avais eu. Pour elle, elle s'est dit... Elle t'a tout de suite refroidi. Ah ouais, elle m'a dit, mais t'attends, mais tu vas faire comment pour la prison? tu vas continuer la prison? J'ai dit, mais non, je peux pas être à la télé dans la cellule et puis en même temps en face du mec en train de dire, bon monsieur, ça suffit. Il y a deux mondes qui s'entrechoquent, c'est pas possible. Et donc à ce moment-là, elle a compris, mon père lui a expliqué, parce que son père aussi pragmatique, tout ça, il lui a dit que tout allait bien. Et effectivement, quand j'arrive sur le plateau de tournage le premier jour, je n'ai pas arrivé en tournage, parce que justement, au début, on était en phase d'écriture des personnages et des scènes qu'on allait tourner. Ouais. Donc on faisait des journées de lecture. Mais j'étais tellement heureux. J'arrivais, il y avait une table avec des Mars, des sneakers, des M&M's, des petits gâteaux, des fruits, ouais, du ce qu'on café. appelle le catering, quoi. Ouais, mais à notre disposition, et j'étais payé pour m'asseoir et inventer des blagues. Oui, voilà, et bouffer des trucs. Et inventer des blagues, inventer des vannes, donner mon avis sur une telle ou telle vanne, rajouter parler des auteurs, parce qu'il y avait des auteurs qui écrivaient, et nous, on devait valider ou pas les textes, parce qu'on avait aussi un regard là-dessus. Quand il y avait un texte qui revenait en V2, V3, V4, qui n'était pas encore... c'est les versions, en fait, à chaque fois des textes renouvelés. Quand on n'était pas d'accord, on le disait, on nous écoutait, et je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai même du pouvoir, quoi. Ouais, c'est ça. Et je suis payé pour faire ça. Alors que c'était un autre monde complètement... Apprendre les textes, tout ça, c'était pas un problème? Tu t'étais entraîné? Je m'étais entraîné, puis même en prison, je faisais même des italiennes avec des détenus. C'est-à-dire que comme j'étais tout le temps en prison, moi, quand j'avais des castings à passer, je prenais un détenu au hasard, je disais, est-ce que vous avez le temps, monsieur, s'il vous plaît? Puis on faisait D'ailleurs, dans le spectacle, je montre cette scène-là, où je répète les textes de scène de ménage avec un mec qui devait jouer ma femme. Et c'est n'importe quoi. Et ça, c'est autorisé de le faire ou tu le faisais en cachette? Non, je le faisais en cachette, là. En ousdé, ouais.
Comment tu réagis, toi, quand tu passes de l'invisibilité totale avec ton uniforme dans une prison à Monsieur Riyad, alias Jalil hein, dans la série, où même le moindre verre d'eau, on te dit non, ne va pas le chercher, on te l'apporte. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, ça m'avait marqué d'ailleurs, parce que moi j'ai été éduqué dans le sens où je suis pas, c'est pas moi, c'est pas mon ADN de faire ça. Donc quand on me disait bouge pas, je vais te chercher un café, moi je voulais pas, je dis allez, quand j'avais repéré où était le café, des fois même ils étaient surpris parce que je venais avec mon café. On me disait pourquoi tu t'es servi un café, c'est à nous de te le servir, c'est à nous de te l'amener. Je dis non, mais moi c'est justement, tu en veux un café ou pas, je vais te le faire. Parce que moi je suis comme ça, et j'étais tellement heureux d'être là que j'étais pas dans cette position-là de mec qui, tu vois, un peu distant, qui se la raconte parce qu'il est acteur. Moi, j'étais toujours, et même là, maintenant, sur ce lit, dans ma tête, je suis toujours le gardien de prison. Ouais. Tu vois. Et ça n'a pas changé. Et à aucun moment, même quand tu as les fans qui vont commencer à connaître ton personnage et à venir te voir dans la rue, il n'y a, pas un moment où peut-être que c'est Maya qui te le dit, t'as pas le boulard qui commence à pointer, non? Non, justement, jusqu'à aujourd'hui, elle m'a toujours dit t'es le même mec que celui que j'ai croisé dans le couloir. Quoi. Ouais. Et c'est ça qui est... Même moi, ça m'avait marqué parce que quand on était parti au festival de télévision Monte-Carlo, il y avait des gens à l'aéroport, à la sortie, à Nice, qui nous attendaient. Ouais. Et ils m'ont tendu des photos de moi, dont je ne me rappelle même plus. C'est-à-dire qu'ils avaient chopé des photos sur Internet de moi, même de mes courts-métrages. Ouais. En me disant, je veux votre signature dessus, un autographe. Quoi. Et j'étais gêné de faire ça. Ça n'a jamais été dans mon ADN, en fait, de me la raconter ou d'avoir un boulard. Tu vois. Alors, comment vit ta notoriété, Maya? Parce qu'elle a contribué à ce succès, mais comme tu es resté le même, je pense que ça se passe plutôt bien. Oui, ça va, elle est contente. Et puis, des fois, elle sourit quand on me reconnaît. Même quand elle voit des gens me reconnaître avant que moi, je les vois, elle me dit, eux, ils t'ont reconnu, ils sont en train de parler, ils sont en train de se chuchoter dans l'oreille, ils cherchent ton nom sur Internet pour voir si c'est bien toi sur la photo. Et elle les voit arriver, elle me dit, il y a des mecs qui vont arriver, une meuf qui va arriver pour prendre une photo avec toi. Et les enfants. Ah ouais. Les enfants, c'est ça qui m'a le plus touché parce que dans le regard, j'avais le regard de moi quand j'étais gosse. Tu t'es revu à leur place. Ils me regardaient comme ça. Pourtant, je suis pas Bruce Willis, hein, mais ils me regardaient comme ça. Quoi. mais honnêtement, il y a quelque chose qu'il faut que tu nous racontes, parce que l'année dernière, tu as tourné avec l'une des stars que tu regardais à la télé, Didier Bourdon. Ah oui. Et tu étais en face de lui, et qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu tournes en face de quelqu'un que tu regardais quand tu avais 10 ans à la télé dans Les Inconnus? Mais il y a toujours un moment où, au début, on est là pour le travailler. Au début, on appréhende même de le croiser. C'est-à-dire qu'au début, quand on dit tu vas tourner avec Didier Bourdon, Didier arrive. Dès qu'on dit Didier, je dis putain, ils n'ont pas dit Bourdon, ils ont dit Didier. C'est-à-dire que ça se rapproche, tu vois. Je suis dans le cercle. Didier arrive pour le make-up, le maquillage. Je le vois s'asseoir à côté de moi. Il me dit alors, ça va? Tu vas bien? Il me connaît pas. Ouais. Moi, je suis là, oui, ça va, super. Enfin, je sais pas quoi lui dire. Et je devais tourner avec lui, donc j'avais la pression. Même mon texte, je me disais, est-ce que je le connais vraiment? Est-ce que je vais pas foutre la merde, tu vois? Ouais. Et je commence à sympathiser avec lui. Il me met à l'aise tout de suite. Donc du coup, je commence à être un peu plus à l'aise. Je fais même des blagues. Il rigole à mes blagues. Wow. Et là, je me dis, waouh, je fais rigoler un mec qui m'a fait rire quand j'étais gosse. La boucle est bouclée. Voilà, je peux crever maintenant. C'est fini, tu vois. Et effectivement, des fois, c'est comme si on sortait de son corps. Et qu'on voyait la scène de l'extérieur, on se dit c'est pas possible ce qui se passe. Voilà, c'est ça, tu te dis c'est irréel. Ouais. Et quand il me dit bon, on fait une italienne, là, on répète le texte ensemble, on la joue off, quoi. Et moi j'étais là, oui, bien sûr, j'avais mon texte dans la main, c'était incroyable. Et encore, je suis content parce que quand je l'ai rencontré, j'étais déjà armé, parce que ça faisait déjà des années que je tournais dans Scène de ménage, et j'étais rompu à l'exercice. Ça veut dire que comme nous, en plus, c'est du plan séquence sur Scène de ménage, il n'y avait pas de cut. Alors que là, dans la série, il y en avait. Donc c'était limite les vacances pour moi, parce que je disais une phrase et ça s'arrêtait. Alors que Scène de ménage, il fallait pendant 2 minutes tenir le cap. Et justement, comme je suis arrivé, j'étais plus confiant en tant qu'acteur, parce que j'avais déjà de la bouteille, quoi. Voilà, c'est ça. Même si je suis encore vert, comme on dit dans le métier. Mais voilà, j'avais cette bouteille-là, donc je me suis dit, ça va. Mais si je l'avais rencontré au tout début, je pense que ça n'aurait pas été la même chose. Ouais. J'aurais perdu mes moyens. Et tes parents, comment ils la vivent, cette notoriété? Eux qui étaient très dubitatifs, voire qui n'y croyaient pas du tout, quand ils te voient à la télé ou en face de Didier Bourdon dans des unitaires, ils sont très fiers, ils sont très contents. Ma mère, elle continue jusqu'à maintenant à me dire mais comment tu vas faire? Mais t'es sûr, ça va aller financièrement, tout ça. Enfin, il y a toujours ce truc-là de peur, qui est normal vis-à-vis des parents envers leurs enfants. Mais ils sont beaucoup plus posés, calmes. Là, ils ont vu le spectacle, par exemple. Mon spectacle, ils sont venus le voir 2 fois, je crois. Une fois en rodage à Nantes et une autre fois à Marseille.
Et ils sont rassurés parce qu'ils voient que le public aime, ils voient qu'il y a des applaudissements, ils voient que les gens sont contents. Donc ils disent bon, ça va, ça se passe bien. Il sait faire. Voilà, il sait faire. Ouais. Mais effectivement, ils ont toujours, surtout ma mère, cette peur-là en fait. Elle te dit je suis fier de toi ou il te dit Oui, ton oui. papa je suis fier de toi? Ils me le disent assez souvent et je suis content qu'ils aient vu ça de leur vivant. Ouais. Je suis vraiment content parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas cette chance-là. Moi, j'ai eu la chance de leur montrer. Papa, maman, regardez, j'ai pu le faire. Ouais. J'ai pu essayer et j'ai réussi à le faire. C'était possible en fait. Parce que ma mère me disait tu pourras pas être acteur, laisse tomber. Ouais. Et elle regardait, pendant qu'elle me disait, elle regardait Urgence à la télé, il y avait Georges Clooney. Et je disais mais maman, tu crois que Georges Clooney, il est né acteur? Ouais, non. Il est sorti du ventre de sa mère acteur tout de suite. Parce que eux, ils avaient la tendance à se dire ils sont déjà installés, c'est des acteurs, y a pas, ouais. On leur remet pas en question. Mais moi, je suis peut-être aussi un acteur. C'est juste que là, pour l'instant, je ne le suis pas encore devenu. Il faut se révéler, il faut révéler le talent. Alors, ta mère a peut-être eu un petit moment de panique parce que il y a quelques mois, ton couple que tu formes avec Louise, Djalil et Louise, dans la série, autrement dit Claudia Mangoumou, ce couple était sorti de la série. Ça a fait d'ailleurs un petit peu polémique. Tu peux nous réexpliquer ce que c'est cette polémique Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des rumeurs, comme c'était un peu flou et comme ils nous ont pas dit exactement en détail pourquoi on n'était plus dans la série, il y a commencé à avoir des spéculations de racisme, mais qui ont vite été dissipées en fait. Voilà. Parce qu'en fait, c'est comme dans tout produit télé, on panélise les gens, c'est-à-dire comment ça se passe en fait? Il montre des scènes, il montre des vidéos à des gens, un groupe de gens, un échantillon de personnes, et c'est en leur demandant en gros ce qu'ils en pensent, en comparant certains couples en disant vous préférez celui-là ou celui-là, et à ce moment-là, les gens font des choix, et ils collectent toutes ces données-là, et à l'aide de ces données, ils prennent des décisions. Après, ça peut être arbitraire aussi, parce qu'un panel, c'est pas forcément à l'instant T le bon panel. C'est être représentatif. Voilà, c'est ça. Et là, ça n'a pas peut-être été le cas. Mais je pense que ce qui a aidé le panel à dire que, déjà, à la base, on était nouveau. Et dans une série comme Scène de ménage, il faut attendre des années pour être vraiment installé. Vous pour êtes être là un couple solide. Pratiquement 4 ans, ouais, mais ça ne suffit pas ça parfois. Suffit pas, parce que tu es que encore un peu jeune. Exactement. Par exemple, quand on parle... Il y a certains couples de la série qui sont là depuis des dizaines d'années. Il y a encore des détracteurs, il y a encore des gens qui n'aiment pas le couple. Donc, pour gagner le cœur de tout le monde, déjà, c'est impossible. Mais dans le sens où nous, on venait d'arriver, on était encore plus fragile. Donc effectivement, un panel, leur montrer un couple déjà installé et le nôtre, c'était biaisé d'avance. C'est-à-dire qu'on savait que c'était le couple le plus installé qui allait plus remporter l'adhésion. Ouais. Et tu as des regrets de ce que tu aurais pu faire du personnage? Tu penses qu'il aurait fallu le faire autrement? Tu dis souvent que ce couple était un peu trop inodore. Il était lisse, voilà. Ouais. Il était un peu trop lisse. Je trouve qu'on a trop été présentés comme des bobos parisiens ou des bobos... on était à Lyon, je crois. Et c'est pas ce que les gens attendaient de ce genre de couple-là. Je pense qu'ils auraient attendu un peu plus entre guillemets, de clichés justement pour les déconstruire. Ouais. Ils auraient attendu quelque chose de plus irrévérencieux de notre part. Et je pense que comme on était un peu trop lisse, on n'avait pas forcément une plus-value à apporter à la série. Moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui a tué le couple de la série. Comment tu es dans ton cœur et dans ta tête? On t'a dit quelques années avant, tu es prêt à travailler pour les 10 prochaines années. Ça s'arrête au bout de 4 ans, c'est déjà pas mal. 4-5 ans, c'est beau déjà d'avoir tenu la corde. Mais c'est forcément une déception ou tu te dis ça va me permettre de rebondir? À la base, on est déçu. Parce que quand on t'annonce 10 ans au téléphone, tu t'attends pas à ce qu'au bout de 4 ans, ça s'arrête. Mais avec l'érosion de la télé en général, ils nous ont présenté ça aussi en disant qu'avec les plateformes et tout ce la concurrence qu'il y avait à côté de la télévision, effectivement, les audiences baissaient. Là, on était les derniers arrivés pratiquement, donc effectivement, on montre du doigt le dernier couple arrivé, alors que c'est global ce qui se passe. Donc, je ne suis pas dans une démarche où ça m'a vraiment remué à ce point-là, mais parce que je comprends. Quand on fait un pas de côté, on comprend. Mais c'est une désillusion quelque part. C'est une ambiance aussi, parce que ça se passait bien avec les techniciens, les autres comédiens. Bien. Vous aviez une super cohésion, tu me disais. On avait une très bonne cohésion, les réalisateurs étaient contents de nous, l'équipe était contente de travailler avec nous. On avait en plus avec Claudia cette gentillesse, cette naïveté qu'ils aimaient aussi voir au quotidien, parce qu'on était des acteurs qui ne se prenaient pas la tête, quoi. Et ça manque, on me dit dans ce métier. Donc voilà, ça a été une belle histoire. Et j'ai encore des contacts avec certaines personnes d'ailleurs. d'M6 ? Oui, d'M6, des couples qui sont bien installés. Voilà, et ça se passe bien. Il y a des propositions, des projets Oui, mais justement d'ailleurs, récemment, là, j'ai tourné en février là,
une série sur M6 avec Eric Cantona qui s'appelle Brigade Anonyme. Ok. Donc il y a des choses qui se font. Ils sont venus voir mon spectacle aussi à Avignon. Donc voilà, on se lâche pas, on se perd pas de vue, mais effectivement, on se dit, scène de ménage, moi j'ai jamais vu un couple arrêté en fait, dans scène de ménage. Mais bon, là, dans ceux qui nous, juste avant nous, il y a Didier Bénureau et Fanny Cotenson qui s'étaient arrêtés aussi. Ouais. Donc je pense qu'ils se sont engouffrés dans le truc et que ça a permis entre guillemets, de faire un peu le ménage dans le sens, scène de ménage. voilà, dans scène de ménage. Alors, tu as parlé d'Avignon, c'est là où tu as joué ton spectacle, c'est là où je t'ai vu d'ailleurs cet été, ça a cartonné. Qu'est-ce qui, selon toi, fait le succès de ce spectacle où on rit, mais on pleure aussi d'émotion? Tout à l'heure, tu avais les larmes aux yeux en parlant de ce coup de fil. Tu nous fais revivre ça sur scène et vraiment... Je crois que c'est ça qui fonctionne, c'est ta vérité en fait. Je pense que c'est ça, ouais. Je pense que c'est la sincérité qui a seulement juste touché les cœurs et que le bouche à oreille a fait le reste. Et qu'à la base, en plus, quand on est arrivé, on a invité massivement les gens parce qu'on voulait partir du principe que pour faire connaître quelque chose, une sincérité, un moment d'émotion, il faut le rendre accessible et pour que ces gens-là en parlent autour d'eux. Donc on a invité des gens, on a invité un peu des gens du métier, tout ça, et ils sont venus voir le spectacle, et ça leur a plu. Et c'est ça qui a fait ensuite derrière grossir les rangs, et ça a été complet après jusqu'à la fin du festival, quoi. Voilà, aujourd'hui tu le joues à Paris, ce spectacle, tu vas revenir un petit peu en région aussi? Oui, bien sûr, on va partir en tournée dans plusieurs villes, du coup, je pense qu'il va y avoir une trentaine de dates. Et en parallèle, je jouerai tous les vendredis au théâtre Gaîté Rive Gauche à Paris, qui est un théâtre qui est quand même assez, en plus, qui est assez standing, les gens aiment beaucoup ce théâtre. Donc je trouve que c'est en plus, ça va bien au spectacle parce que ce n'est pas du stand-up et ce n'est pas une pièce de théâtre, c'est entre les deux, vraiment, c'est un seul en scène. Et vous allez voir pourquoi tu es notamment inspiré par Jim Carrey, parce que tu fais absolument tout, tu fais du bruitage, tu transformes ton visage. Ah ouais, je joue 43 personnages différents. 43 personnages. Ouais. C'est épuisant, non? À la fin, tu es Ah oui, à la décimé? fin, à Avignon, j'avais perdu 5 kilos, je crois, en un mois. C'est un spectacle qui raconte toute ta vie, hein, donc si on regarde cette émission, vous allez pouvoir aller prolonger parce qu'il va y avoir des pépites, 43 personnages passés en revue, mais dans ce spectacle, on va parler de quelqu'un de moins connu, de ton oncle. Parce que ton oncle, il a une phrase incroyable pour parler de toi en gardien de prison. Oui, quand je réussis le concours, il me sort une phrase qui est mythique, d'ailleurs, qui est dans le spectacle. Il me dit « Nous, les Arabes, soit on se conduit mal et on finit en prison, soit on se conduit bien et on finit quand même en prison. » Et effectivement, il avait raison. Voilà, mais tu en es sorti pour notre plus grand bonheur. C'est quoi le personnage que tu sais bien imiter? Attends, Eddie Murphy. Ah. Tu peux me faire un coup d'Eddie Murphy? Et ça, c'était quoi? C'était papa aussi qui imitait Eddie Oui, Murphy? c'est quand il regardait des films, pour rigoler, il nous regardait, il disait « Salut les mecs, ça va? Oh, oh, oh. Eh oui, ça va chier, bordel de merde !» Bah voilà, il faisait des voix comme ça. Ça, c'était ton père. Ouais. Et aujourd'hui, quand il voit le spectacle, puisqu'il est venu le voir 2 fois... Là, il rigole. Hein. Il rigole et il me dit oh, j'ai pas cet accent-là, moi, quand je parle. Hein, parce qu'effectivement, il aime bien redire. Voilà, il a des détails sur lesquels il revient des fois. Le spectacle, mais pas que, parce que j'ai l'impression que tu es un peu un hyperactif. Il y a un livre en préparation? Oui, je suis en train d'écrire un livre, justement, où je raconte plus en détail et de beaucoup plus intimiste, en fait, un angle beaucoup plus intime. Je raconte vraiment ma vie, comment j'ai vécu ma jeunesse et comment j'ai vécu la prison, en fait, en détail. Ouais, parce que ça, c'est un pitch incroyable, même pour un film. 13 ans en prison, il devient star dans une série à la télé. En gros, c'est vrai que oui, pendant 13 ans, il a fermé des portes et aujourd'hui, il ouvre la sienne, quoi. C'est ça. C'est vrai, c'est exactement ça. Donc le film, tu l'as en préparation aussi? Oui, je suis en train de réfléchir à ça. C'est surtout une série que j'ai écrite ces derniers mois, là, et je trouve que ça se prête bien à une série parce qu'on veut suivre l'histoire de ce mec-là qui se met en galère, qui des fois même va jusqu'à mentir pour justement cacher cette double vie qu'il mène. Je pense que ça peut être un bon fil rouge, et notamment avec ce happy ending à la fin, quoi. Et tu as déjà des pistes pour le transformer en film, ce livre et ce spectacle? Oui, j'ai des pistes. Ouais. J'ai des pistes. Je pense que ça peut être quelque chose de très, très, si c'est bien adapté, de très, très touchant. Voilà. C'est surtout dans cet angle-là qu'il faut aller. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que le spectacle marche bien et que les gens viennent écouter cette histoire parce que ça parle pas forcément de moi en prison. Ça, c'est un prétexte. Ça parle de la résilience.
et du fait de suivre ses rêves et de ne pas les abandonner, peu importe l'âge. Ça, c'est le message que tu veux passer, même si on vous a asséné qu'il fallait avoir un petit boulot tranquille, bien rangé. Si on a au fond de soi la petite flamme, il ne faut jamais l'éteindre, parce qu'à tout moment, ça peut... Et puis, elle reviendra tout le temps, parce que c'est quelque chose qui ne s'éteint jamais vraiment, mais qui va nous rendre juste tristes, inutilement. Donc c'est facile à dire, mais parce que ça a marché, parce qu'il y en a des gens qui doivent le tenter tous les jours, mais je suis sûr et certain que si on s'écoute, on a au moins la satisfaction de se dire qu'on n'aura pas de regrets à la fin. C'est tout. C'est une belle phrase qui va nous permettre de pratiquement terminer cette soirée pyjama. Juste avant, je vais rappeler ton spectacle. Riyad sort de l'ombre et vous allez voir, c'est vraiment un coup d'éclat et un coup de génie avec, en mise en scène, Éric Théobald, qui est, soit dit en passant, aussi le metteur en scène de François-Xavier de Maison. Exactement. C'est lui qui t'a repéré? C'est toi qui allais le chercher? C'est Arsène Mosca qui jouait mon père dans Scène de ménage, qui nous a mis en contact parce qu'ils se connaissaient bien tous les deux. Et il lui a dit, j'ai quelque chose pour toi parce que c'est vraiment ton angle, c'est vraiment ta façon de mettre en scène, c'est pile poil le spectacle que tu voudrais mettre en scène. Et donc on s'est rencontrés, et ça a été le coup de foudre artistique, quoi. Voilà. Et je l'ai rencontré aussi cet été à Avignon, il est bien sympa. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On a une dernière séquence dans notre soirée pyjama, ce sont les questions de la table de nuit. Alors, première question, ton livre de chevet, c'est plutôt un roman d'aventure ou un livre de développement personnel? Est-ce que je peux dire le titre? Oui. C'est L'Alchimiste. Ah oui. De Paulo Coelho. Ça a été une révélation quand j'ai lu ce livre. J'avais 18 ans et je l'ai relu il n'y a pas longtemps encore. Et effectivement, ça résonne parce que c'est ce qui m'avait donné envie de poursuivre ma légende personnelle, comme il est dit dans le livre. En fait. Ta quête. Voilà. Quand tu t'endors en 2 minutes ou tu es du genre à cogiter pendant des heures? Ah, je cogite. Des fois, je m'endors et je me réveille parce que j'ai une idée. Et du coup, je vais la noter et j'arrive pas à me rendormir. Donc, ça, c'est le syndrome Claude François, ça. Ah oui, il fait ça aussi, lui. Dès qu'il en avait une, il fallait qu'il la note ou qu'il la mette sur son dictaphone. Et souvent, le lendemain, quand on la regarde, on fait « Ah, en fait, elle était pourrie, l'idée. » Est-ce que tu as un rituel avant de dormir? Méditation, musique douce? J'aime bien couper pendant une demi-heure, 1 heure. Tout ce qui est écran, tout ce qui est... Voilà, j'aime bien, même si je ne suis pas forcément quelqu'un qui va lire, alors que j'ai plein de livres à rattraper, mais effectivement, je ne vais pas tout de suite prendre un livre parce que je vais me fatiguer les yeux. Donc je réfléchis, je regarde le plafond, je réfléchis, et puis c'est là où les idées arrivent, en fait, et je me laisse le temps, en fait, de m'endormir et de me remettre dans un moment calme. Très bien. En parlant de calme et de sérénité, ta chambre, c'est plutôt le grand bazar ou la chambre zen et rangée? Ah non, c'est rangé. C'est rangé, j'ai des figurines de partout, de dinosaures, de maquettes. J'ai un ordinateur qui est d'un côté avec la souris, le casque pour écouter les montages que je fais, le petit micro, le petit ring light pour faire les vidéos. Tout est rangé. Mais ça doit faire plaisir à Maya, ça, non? Oui. Hein? Parce que j'ai l'impression... Oui, parce que c'est elle, en fait, qui, elle, dans son boulot, elle est comme ça, mais à la maison, c'est un gros bordel. D'accord, bravo. Elle range rien, elle laisse tout traîner, voilà. Et ben voilà, c'est son côté artiste. Voilà, c'est ça, exactement. Et alors, dernière question. J'aimerais que tu me racontes l'anecdote la plus gênante que tu n'aies jamais racontée ailleurs et que tu vas nous raconter ici. En exclusivité. En exclusivité. Alors en exclusivité, l'anecdote qui a été une anecdote très dangereuse, c'était à Marseille, dans le quartier du Panier. On était en train de tourner un court-métrage. On avait l'autorisation de tourner, donc la gendarmerie a été prévenue, je crois, et on tirait à blanc, avec des balles à blanc, des pistolets. Okay. Et on faisait un règlement de compte des policiers avec un voyou. Et donc on tire, on crie, voilà. Et on n'était pas au courant, mais ce qui se passait, c'est qu'en fait, les voisins avaient appelé la police. Et donc on avait toutes les BAC de Marseille qui se dirigeaient vers notre position. Eh oui, parce que vous n'aviez pas demandé d'autorisation de tournage, c'était pour un petit court-métrage. C'est ça, non, la gendarmerie a été prévenue. Mais ils n'ont pas prévenu la BAC. Ah oui, d'accord. C'est la BAC qui était en train d'arriver. Et donc j'étais en train de me préparer pour retourner la scène, pour repartir de plus belle avec mon arme à la main. J'étais déjà gardien de prison à cette époque-là. Ah. Et j'entends derrière moi une voiture arriver, mettre un gros coup de frein à main, 4 portières s'ouvrir et me dire « Bouge plus, tu bouges plus, au sol, au sol !» Et là, je me suis resté de dos, parce que je savais qu'en me retournant, ils allaient me plomber, en fait, je pense. Wow. Donc je me suis rappelé, en prison, on nous avait fait une formation de tir, et on nous avait dit de ne jamais se retourner avec une arme à la main. Okay. Et donc j'ai posé mon arme à côté de moi, j'ai écarté les bras, je me suis mis à genoux. Ils m'ont foncé dessus, ils m'ont foutu au sol, le genou sur les omoplates et tout. Et
Et l'équipe de tournage est arrivée en disant non, mais vous inquiétez pas, on a les autorisations, c'est un tournage. Et les flics étaient blancs. Ils étaient blêmes en fait. Et je me rappellerai toujours, je les ai vus, ils avaient eu peur parce qu'ils se sont dit si j'y m'étais retourné, je me serais fait plomber en fait. Wow. Et ça, je l'ai jamais raconté dans une émission. Waouh, et ben merci de nous avoir donné le scoop là, c'est scotchant, ouais. Mais toi, tu devais être blême aussi, non? Oui. Oui, c'est vrai, effectivement. J'ai mis du temps à redevenir foncé. Ouais. Merci beaucoup, Riyad, de nous avoir livré cette anecdote et puis de nous avoir livré généreusement cette flamme dont on parlait tout à l'heure. Et on te souhaite un avenir radieux, mais j'ai aucun doute qu'il le soit. Merci à vous de m'avoir invité, c'est très cool d'avoir été là sur ce lit avec toi. Voilà. Merci beaucoup et on salue tes parents qui doivent être très très fiers de toi. Et on embrasse tout le monde, Maya, les parents, même les détenus, tous les gens que j'ai croisés, les gardiens de prison. Voilà. Et Maya, évidemment, qui a une riche idée de te dire allez, maintenant, sors, on part à Paris, même si vous étiez tous les deux en pleurs dans la voiture. Ouais. Merci beaucoup, Riyad. Merci à vous. On se retrouve très vite sur la plateforme France.tv et puis sur la chaîne YouTube de France 3 PACA. Merci. À très vite. Au revoir.